Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver mes chers étudiants du S3 de la faculté de droit de MCNES, ainsi que tous les autres auditeurs qui suivent ces conférences à distance portant sur un module extrêmement important, en l'occurrence le droit social. Dans la précédente conférence, nous avons étudié les modalités d'extinction de la relation de travail, du contrat de travail, et nous avons distingué entre trois situations. Soit que la rupture est due à quelque chose qui est en dehors de la volonté de l'employeur et du salarié, nous avons parlé de la force majeure ou du décès du salarié. Elle se peut également qu'elle soit à l'initiative du salarié et nous avons parlé de la démission. Elle se peut également qu'elle soit à l'initiative de l'employeur et dans ce cas-là, on parle du licenciement et nous avons distingué entre trois types de licenciement. Le licenciement pour des raisons personnelles liées aux capacités et aux aptitudes du salarié, le licenciement disciplinaire parce que le salarié a commis une faute grave, ou encore le licenciement pour des raisons économiques, technologiques, structurelles ou similaires. Et j'avais indiqué que l'un et l'autre de ces licenciements obéit à des règles spécifiques et à des effets également particuliers. Il nous incombe dans le cadre de ce cours d'étudier une nouveauté du Code du travail par rapport à ces licenciements. En l'occurrence, le licenciement pour des raisons disciplinaires, c'est-à-dire lorsque l'employeur évoque une faute grave commise par le salarié pour justifier le renvoi de ce dernier. L'article 61 du Code du travail indique que lorsque le salarié a commis une faute grave, il est renvoyé sans préavis et sans indemnité. Ce qui veut dire que très souvent, l'employeur recourt à la faute grave du salarié pour justifier la rupture du contrat de travail en invoquant telle ou telle faute commise par ce dernier. Mais ce droit de licenciement accordé à l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, rappelez-vous, j'en avais parlé, l'employeur dispose de trois pouvoirs. Le pouvoir de direction, c'est-à-dire le pouvoir de donner des ordres et des directives à ses salariés. Le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le pouvoir d'édicter des règles qui portent sur l'organisation de son entreprise. Il le fait généralement via le règlement intérieur. Et enfin, le pouvoir disciplinaire, sultat dibia, ça veut dire celui qui enfreint les règles, celui qui commet des fautes, celui qui n'obéit pas aux ordres et aux directives, il pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires, soit pour des fautes légères, j'en ai parlé la dernière fois, ou pour faute grave, c'est-à-dire le licenciement. J'avais indiqué également que l'employeur peut évoquer ce qu'il veut comme faute, mais conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 42 du Code du travail, ce pouvoir disciplinaire de l'employeur, il est contrôlé par le juge. Il revient au juge de dire le dernier mot par rapport à ce que l'employeur prétend. C'est au juge de nous dire est-ce que le fait reproché au salarié constitue une faute grave ou pas. Quelques exemples. Dans une affaire, une salariée travaillant dans un supermarché a été surprise par les caméras en train de manger quelques cerises. C'est une salariée d'un supermarché. Le règlement intérieur du supermarché indique qu'il est interdit, absolument interdit aux salariés de se servir pendant leur travail de la marchandise de ce supermarché. Le fait, nous dit le règlement intérieur, d'enfreindre ces règles veut dire que le salarié a commis une faute grave qui justifie son renvoi immédiat, sans indemnité et sans préavis. Nous sommes au mois de mai. La salariée passe du côté des rayons fruits et légumes. Il a remarqué qu'il y a des cerises. Il en a pris 2 ou 3, comme vous le faites vous, moi, etc. Parce qu'elle a été captée par les caméras, la direction des ressources humaines l'appelle immédiatement pour lui dire « Madame, vous êtes convoquée à un entretien préalable parce que vous avez volé quelques cerises. » Mais la salariée a dit « Écoutez, désolé, j'en ai pris 2 ou 3. Donc, quel est le prix de 2 ou 3 cerises ?»
ce n'est pas très important, vous les avez volés parce qu'ils nous appartiennent, vous n'avez pas demandé l'autorisation, et le règlement intérieur stipule que ce que vous prenez à nos détriments constitue un vol, et par conséquent, vous avez enfreint le règlement intérieur qui vous l'interdit. Bien sûr, il a été licencié, et la Cour de cassation nous a dit, malgré le fait que cette salarié-là a enfreint les règlements intérieurs, malgré le fait qu'il a soustrait quelques cerises frauduleusement appartenant à son entreprise, ce qui constitue un vol. Mais l'ancienneté du salarié, de la salariée, l'absence de sanctions disciplinaires dans son dossier et l'abus du droit de l'employeur parce qu'il aurait pu, au lieu de choisir le licenciement, choisir une sanction proportionnée à la gravité de la faute commise, en l'occurrence un avertissement, s'il s'agissait de sa première faute. Le fait que l'employeur ait licencié immédiatement cette salariée, nous dit la Cour de cassation, constitue une rupture abusive du contrat de travail, c'est-à-dire un usage abusif de l'employeur de son pouvoir disciplinaire. Donc le pouvoir disciplinaire de l'employeur est strictement contrôlé par le juge. Dans une autre affaire, un salarié qui travaille dans une exploitation agricole a été surpris par son employeur en train de dormir alors qu'il est gardien de nuit. Haris Lady, l'employeur l'a pris en flagrant délit devant des témoins et il l'a licencié. La Cour de cassation nous a dit que le fait de dormir pendant le travail ne constitue pas véritablement une faute grave que si jamais un préjudice est survenu à l'entreprise. Par exemple, s'il y avait des voleurs qui sont entrés, ils ont volé telle ou telle marchandise, là, on pourrait considérer que le fait de dormir constitue une faute grave. Mais le fait qu'il y ait absence de préjudice subi par l'employeur ne peut lui permettre, parce que le règlement intérieur interdit aux salariés de dormir pendant les heures de travail, d'évoquer cette disposition pour licencier un salarié. C'est le contrôle du juge qui nous permettra d'indiquer quelles sont les fautes graves et celles qui ne le sont pas. Ceci dit, comme je viens de dire, c'est une nouveauté absolument importante dans le Code du travail. Il s'agit de la procédure de licenciement, Mistarat al-Fasl. Il est important, il est pratiquement d'ordre public, dans la mesure où si jamais le salarié invoque cette procédure, l'absence de cette procédure, le tribunal doit statuer pour indiquer que l'absence de procédure veut dire vice de forme et par conséquent, le licenciement est vicié, le licenciement serait considéré comme abusif. Quelle est cette procédure? Le Code du travail nous indique dans son article 62, 8 jours après la constatation par l'employeur de la commission par le salarié d'une faute grave, 8 jours, il faudra qu'il convoque ce dernier à un entretien préalable, à une procédure d'écoute. 8 jours. Le même article indique que cette convocation doit être accompagnée d'une notion au salarié lui indiquant qu'il a le droit de venir en présence du délégué du personnel de son choix ou du représentant syndical de son choix. Il a le droit de choisir soit un délégué du personnel pour l'assister ou encore un représentant syndical. C'est lui qui décide et c'est lui qui choisit la personne. L'employeur ne peut pas lui imposer. Cette procédure d'écoute, prévue par l'article 62, doit obligatoirement se dérouler dans les 8 jours qui suivent la constatation par l'employeur de la faute grave commise par le salarié. Ceci nous interpelle. Qu'est-ce qu'on entend par constatation de la faute grave? Est-ce que c'est la date de la commission de la faute grave qui compte? C'est-à-dire le compte à rebours des 8 jours commence à courir à partir du premier jour où le salarié a commis la faute grave, ou c'est la date où l'employeur s'est rendu compte que le salarié a tel jour commis telle ou telle faute qui sont graves. La chambre sociale de la Cour de cassation nous indique que la date à prendre en considération, c'est la date où l'employeur s'est rendu compte que le salarié a commis une faute grave. Et non pas la date où l'employeur ou le salarié a véritablement commis la faute grave. La date qui devrait être prise en considération, ce n'est pas la date de la commission par le salarié de la faute grave, mais c'est la date où l'employeur a constaté
cette faute grave, c'est-à-dire la date où il s'est rendu compte que cette grave a été commise. Je vais vous donner un exemple. À supposer qu'un salarié commençait à dérober de l'argent de la caisse. Chaque jour, il pique, qu'est-ce que j'en sais moi, je dis une bêtise, 100 dirhams. Chaque jour, il pique, il vole de la caisse la somme de 100 dirhams. Et il l'a fait pendant 2-3 années. Chaque jour, 100 dirhams dans sa poche. Chaque jour, 100 dirhams dans sa poche. Il s'est avéré que l'entreprise a souhaité faire une audit de sa comptabilité. L'auditeur a indiqué qu'il y a un trou dans la caisse correspondant aux sommes dérobées par le salarié. La société a demandé à cet auditeur de vérifier où est-ce qu'il est le problème, d'où vient le problème, de situer le problème. Après vérification, l'auditeur a indiqué, ça vient de ce poste-là. Chaque jour, il y a 100 dirhams qui manquent de la caisse de ce monsieur-là, donc il est responsable de ce fait-là. Il faudra lui demander où sont passés les 100 dirhams chaque jour pour les 3 années. Le salarié a commis la faute grave il y a 3 ans. Et c'est une faute qui continue. Supposons qu'il a commis une année, il s'est arrêté. Mais l'employeur s'est rendu compte après l'audit 2 années plus tard. Ce n'est pas la date de la commission de la faute grave qu'on doit prendre en considération, mais c'est la date de la découverte par l'employeur que le salarié a commis la faute grave. C'est la date où l'employeur a constaté la commission par le salarié de la faute grave. C'est à partir de cette date-là, qu'il faudra commencer à compter les 8 jours prévus par l'article 62 du Code du travail. La Cour de cassation est unanime pour interpréter la date de la commission de la faute comme étant la date où l'employeur a constaté que le salarié a commis une faute grave. Une fois que l'employeur a constaté cette commission par le salarié de la faute grave, il dispose de 8 jours. 8 jours fermes. C'est-à-dire, si jamais l'employeur a constaté que le salarié a commis la faute grave le vendredi, il dispose d'un délai jusqu'au vendredi prochain pour le convoquer. S'il le convoque le samedi ou le lundi parce que l'entreprise ferme ses portes le dimanche, c'est une convocation hors délai et par conséquent, l'article 62 a été violé parce que l'employeur n'a pas respecté le délai de 8 jours et les tribunaux considèrent que le licenciement est abusif parce qu'il n'a pas respecté la forme. La forme, dans ce cas-là, c'est le respect des 8 jours pour convoquer le salarié. Le Code du travail n'indique pas la forme que doit prendre cette convocation. Il indique tout simplement que l'employeur doit convoquer le salarié à une audition, à une procédure d'écoute. Comment ? Parce que la Cour de cassation, encore une fois, indique que le salarié, il doit savoir pourquoi on le convoque, pour qu'il puisse justement préparer ses moyens de défense. La convocation ne peut se faire que par écrit. Seul l'écrit compte, même si l'article 62 ne le dit pas expressément, mais la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation est unanime pour dire que la convocation du salarié doit se faire par écrit, et cet écrit-là doit indiquer les griefs retenus contre les salariés, c'est-à-dire les fautes que l'employeur souhaite reprocher aux salariés. Cette lettre doit parvenir au salarié par remise en main propre contre une décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur a la possibilité de lui adresser directement la lettre de convocation et il signe sur le double comme quoi il l'a reçue. On dit que c'est une lettre remise contre décharge, ou bien il a le droit également de lui envoyer la lettre par voie de huissier de justice. La forme la plus souvent utilisée par les entreprises, c'est la notification de la convocation au salarié par voie de huissier de justice, Mufawwid Qada'i, parce qu'il est assermenté, parce que l'article 15 de la loi relative à l'exercice de la profession d'huissier de justice les autorise à faire les notifications
l'huissier de justice notifie la convocation au salarié et il établit un PV à cet effet, un procès verbal à cet effet à l'employeur pour qu'il y ait une preuve comme quoi il l'a convoqué dans le moment voulu, dans les dates stipulées par le Code du travail, c'est-à-dire dans l'intervalle des 8 jours. La Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de publier un arrêt extrêmement important en indiquant qu'on ne peut pas convoquer le salarié pour l'après-midi, ou pour le jour même, ou pour quelques heures après, ou là pour venir immédiatement. Je ne peux pas dire au salarié, vous êtes convoqué à 9 heures pour venir assister immédiatement à votre entretien préalable, ou là dans 1 heure, ou là la fin de l'après-midi. Il faut lui donner un certain temps pour préparer sa défense, pour ne pas le brusquer. Et la Cour de cassation se réfère aux dispositions de l'article 128 de la Constitution qui indique que le droit de défense, le droit de défense du salarié est un droit constitutionnel et par conséquent, comme cette procédure d'écoute est établie pour permettre au salarié de se défendre, il faudra lui donner le temps, lui accorder le temps nécessaire pour préparer ses moyens de défense. Il ne faut pas le brusquer. Un délai de 24 heures, de 48 heures, de 3 jours serait le bienvenu. Mais le convoquer immédiatement, quelques heures après, ou la journée même, alors qu'il n'a pas pu préparer sa défense, la Cour de cassation rejette ce type de convocation. Le salarié doit savoir pourquoi on le convoque. C'est-à-dire que l'employeur doit indiquer toutes les fautes auxquelles le salarié doit répondre lorsqu'il est devant lui au moment de l'entretien préalable, au moment de l'écoute de salarié, au moment de l'audition du salarié. La lettre de convocation doit indiquer que le salarié a le droit de venir accompagner avec le délégué du personnel de son choix ou le représentant de syndical de son choix. Il doit lui indiquer. C'est au salarié de choisir. Est-ce qu'il souhaite venir accompagner de ses représentants du personnel ou bien il souhaite se défendre de lui-même? Toute cette procédure d'écoute est une transposition pure et simple des dispositions de la Convention internationale de l'OIT numéro 158. La Convention numéro 158 de l'OIT indique qu'avant de licencier un salarié, il faudra lui donner l'occasion de se défendre devant son employeur et en présence des représentants du personnel. Le Code du travail ne fait que transposer dans le Code, dans la loi marocaine, dans la législation marocaine, les dispositions de la Convention numéro 158 de l'OIT sur le licenciement à l'initiative de l'employeur. Le salarié pourrait être devant plusieurs situations. Soit il vient à l'entretien préalable, soit il s'absente, soit il vient et il refuse de signer le procès-verbal établi par l'employeur, parce que l'article 62 exige qu'à la fin de cette audition, l'employeur doit rédiger un procès-verbal d'audition signé par le salarié et par l'employeur. Le procès-verbal d'audition, de la fin de l'audition, مسطرة الاستماع الأجير تيدار واحد المحضر في النهاية ديال داك المسطرة ديال الاستماع داك المحضر تيوقعوا الأجير المعني بالمسطرة والمشغل. L'article 62, dernier paragraphe, indique que si le salarié refuse de venir à l'entretien préalable, d'entreprendre l'entretien préalable, il a été convoqué le mardi à 10h, toute la matinée le mardi majèche. Ou là, il est venu le mardi à 10h, on l'a confronté avec les fautes qu'il a commises et il a donné ses réponses qui sont transcrites dans le procès verbal rédigé par l'employeur, mais lorsqu'on lui a proposé de signer le procès verbal, il a refusé. Il a refusé de signer ou il a refusé carrément de venir. Le dernier paragraphe de l'article 62 du Code du travail indique qu'il faudra qu'on se réfère à l'inspecteur du travail. Il faudra se référer
recourir à l'inspecteur du travail. La Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation, avant, il indiquait que cette procédure d'écoute du salarié doit continuer sous les auspices, sous l'autorité, sous les directives de l'inspecteur du travail. Et il a considéré que l'employeur qui ne continue pas cette procédure devant l'inspecteur du travail, il a continué que le licenciement est abusif parce que on n'a pas respecté les dispositions de l'article 62 qui oblige le recours à l'inspecteur du travail pour continuer la procédure d'écoute. Mais aujourd'hui, à travers plusieurs arrêts de la Cour de cassation, il indique que le recours à l'inspecteur du travail veut dire tout simplement l'information de l'inspecteur du travail que le salarié a refusé d'entreprendre l'entretien préalable ou de signer le procès-verbal irrelatif. Ce n'est pas de continuer l'entretien préalable chez lui, mais simplement de lui dire, monsieur l'inspecteur du travail, le salarié X a été convoqué dans le cadre d'une procédure de licenciement, il n'est pas venu, donc je vous informe, à la lettre d'information, veuillez s'il vous plaît me signer comme quoi vous l'avez reçu. Ou bien, le salarié il est venu, mais il a refusé de signer le PV irrelatif, voici la convocation qui a été faite par voie d'huissier de justice, par exemple, ou par lettre remise en main propre contre des charges, mais il n'a pas voulu signer. Donc, de l'informer. Simplement, de l'informer. Cette procédure, j'ai dit tout à l'heure qu'il est d'ordre public. Si le salarié maintient qu'il n'a pas été respecté devant les tribunaux, mais si le salarié ne fait pas grief à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure, le tribunal ne peut pas évoquer la procédure de lui-même. Il ne peut pas l'évoquer d'office. Par exemple, les règles portant sur la compétence des tribunaux sont des règles d'ordre public que le juge invoque d'office, sans qu'on lui demande. Mais s'agissant de cette procédure d'écoute, il n'est d'ordre public que lorsque le salarié s'y attache. Si le salarié oublie de l'évoquer, si son avocat ne parle pas de cette procédure, le juge ne va pas dire à l'employeur « vous n'avez pas respecté la procédure de l'article 62 et par conséquent le licenciement est vicié, je vous condamne à payer les dommages et intérêts et les autres indemnités de rupture ». Mais si jamais le salarié indique « ah non, j'étais pas convoqué », « ah non, je suis convoqué mais la lettre n'indique pas les motifs de ma convocation », vous devez venir à 10 heures au bureau de l'entreprise où vous serez accueilli par monsieur X pour affaires vous intéressant. Les amrinia hummouk, ce n'est pas une convocation. Il faut indiquer dans la lettre pourquoi, quels sont les griefs, quelles sont les fautes commises par le salarié pour qu'il puisse préparer sa défense. Si par exemple l'employeur n'indique pas dans la lettre qu'il a le droit de venir accompagner des délégués du personnel ou du représentant syndical de son choix. Et le salarié souhaite se faire assister par un représentant du personnel et l'employeur refuse. Il y a également violation des dispositions de l'article 62 du Code du travail. S'il est convoqué le 9e jour ou le 10e jour, c'est-à-dire après les 8 jours prévus par les dispositions de l'article 62, il y a vice de forme du licenciement et le juge ne regarde même pas la faute qui a été commise par le salarié, il s'arrête devant le fait que la procédure n'a pas été respectée pour conclure que le licenciement est abusif et par conséquent condamner l'employeur à payer toutes les indemnités dues à l'occasion de la rupture abusive du contrat de travail et qui sont au nombre de 3, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et le dommage et intérêt. Si le salarié souhaite venir et que l'employeur lui indique que vous avez le droit, monsieur, de venir accompagner de n'importe quel délégué du personnel de votre choix. Le salarié lui dit non, non, moi je ne fais pas confiance au délégué du personnel, je préfère me défendre moi-même. L'employeur constate que le salarié préfère se défendre lui-même et il le rédige dans le PV, comme quoi il s'exonore de toute responsabilité future par rapport à cet aléa-là. Si jamais l'entreprise ne dispose pas d'institutions représentatives du personnel, parce qu'il a moins de 10 salariés par exemple,
Il n'y a pas de délégués du personnel, ils ne sont obligatoires que dans les entreprises de plus de 10 salariés, et il n'y a pas de représentants syndicaux parce qu'ils ne sont obligatoires que dans les entreprises où il y a 100 salariés et plus. Il n'y a pas de représentation personnelle. Il y a eu des élections, mais personne ne s'est représenté. Et l'entreprise ne dispose pas de représentation syndicale parce qu'il n'y a pas de syndicat. 3%, 5% au plus des travailleurs marocains sont adhérents, sont membres des syndicats. Le reste n'est pas syndiqué. Pour vous dire qu'il y a un déclin de la chose syndicale au Maroc pour des raisons objectives que nous aurons, Inch'Allah, l'occasion nous aurons, Inch'Allah, bientôt l'occasion d'en discuter lorsque nous évoquerons la deuxième partie de ce programme portant sur les rapports collectifs du travail, les relations collectives du travail. Si donc l'entreprise ne dispose pas de représentation du personnel, l'employeur peut passer outre cette obligation de faire assister le salarié par des représentants du personnel. Ou encore lui indiquer, monsieur, je n'ai pas de représentant du personnel dans mon entreprise parce qu'il n'y a pas de délégué, parce qu'il n'y a pas de syndicat, mais vous avez le droit, si vous voulez, de vous faire assister par un salarié de votre choix. Choisissez-le, même si la loi ne le précise pas. Celui qui peut le plus peut le moins. Mais la Cour de cassation indique qu'il est interdit au salarié de faire venir en entretien préalable son avocat. La présence de l'avocat au cours du salarié, bien entendu, au cours de l'entretien préalable n'est pas permise par la Cour de cassation. Il en est de même pour l'huissier de justice. Si l'employeur peut faire assister un huissier de justice pour constater le déroulement de l'audition le salarié, lui, n'a pas le droit de venir accompagner d'un délégué, d'un huissier de justice de son choix pour faire les mêmes constatations. Mais la Cour de cassation nous indique que le procès-verbal doit être rédigé par l'employeur et non pas par l'huissier de justice, qui doit se contenter de loin, et pas dans la séance d'audition, de remarquer ce qui se dit. Mais il n'est pas la personne habilitée pour rédiger le procès-verbal du déroulement de l'entretien, c'est à l'employeur de le faire. Le PV, le procès-verbal, bien l'huissier de justice, veut dire une preuve du déroulement de l'audition et ne veut pas dire un procès-verbal de l'audition. La Cour de cassation refuse que l'huissier de justice écrit lui-même le procès-verbal de l'audition parce que c'est une prérogative, c'est une compétence exclusive de l'employeur ou de son représentant. Donc, première situation, le salarié ne vient pas. Recours à l'inspecteur du travail pour l'informer. Deuxième situation, le salarié vient mais il refuse de signer. Toujours la même chose, recours à l'inspecteur du travail pour l'informer. Troisième situation, le salarié se présente à son audition et il signe le procès-verbal qui lui a été présenté par l'employeur et qui contient les allégations de l'employeur et les explications du salarié. Le PV doit faire figurer les positions des uns et des autres. Et le salarié accepte de signer. Dans ce cas-là, on passe à la deuxième étape de la procédure de licenciement. En l'occurrence, l'article 63, 64, 65 du Code du travail nous indique que l'employeur, une fois qu'il a auditionné le salarié, il dispose de 48 heures après la prise de sa décision. Attention, la loi n'indique pas 48 heures après l'entretien préalable. 48 heures, une fois qu'il a arrêté sa décision. Il faudra qu'il envoie au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception ou une remise en main propre de sa lettre de licenciement. Vous vous rappelez? 2 délais. 8 jours pour convoquer le salarié. Interdiction. Chez interdiction, on peut le convoquer après, mais le licenciement serait abusif. 48 heures après la prise de décision, après l'entretien préalable, pour envoyer la lettre de licenciement au salarié.
Par quel moyen? Là, le Code du travail est clair. S'il ne mentionne pas la manière de convoquer le salarié, il précise que la lettre de licenciement doit être écrite et notifiée au salarié, soit par une remise en main propre, soit par une lettre recommandée avec accusé de réception. La plupart du temps, les entreprises utilisent encore une fois les auspices, les services d'un huissier de justice. C'est plus certain pour notifier la lettre de licenciement, étant entendu que la procédure est d'ordre public, que la procédure est considérée par la jurisprudence comme fondamentale. C'est la raison pour laquelle les employeurs essaient par tous les moyens de la respecter à la lettre pour ne pas voir leur licenciement vicié et par conséquent être condamnés à payer les indemnités. 48 heures après la prise de décision. Là, nous avons 3 positions différentes de la Cour de cassation, de la chambre sociale de la Cour de cassation. La première position, qui date d'un certain temps, 3 ou 4 années, il indiquait, il expliquait les délais impartis à l'employeur comme étant des délais fermes. Ça veut dire que l'employeur doit convoquer le salarié et envoyer la lettre de licenciement dans l'intervalle de 8 jours. Fait la convocation ou fait un envoi de la lettre de licenciement. C'est-à-dire que la procédure, depuis son commencement jusqu'à l'envoi de la lettre de licenciement, elle doit se faire dans l'intervalle de 8 jours, ce qui est aberrant. Ce qui est une très mauvaise explication des dispositions du Code du travail. Plus tard, la Cour de cassation elle a dit non. La convocation doit se faire dans les 8 jours après la constatation de la faute grave, et non pas la commission par le salarié de la faute grave. Et la lettre de licenciement doit se faire une fois que l'employeur a arrêté sa décision, mais il doit l'arrêter dans les 48 heures après l'audition. C'est-à-dire qu'il dispose de 48 heures pour se prononcer. C'est l'audition, je devrais prendre ma décision 48 heures plus tard. C'est la deuxième position de la Cour de cassation. Mais il y a eu également un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation pour revenir vers une interprétation plus raisonnable aux dispositions du Code du travail. En fait, aujourd'hui, il indique que l'employeur dispose d'un certain délai pour prendre sa décision, mais ce délai doit être un délai raisonnable. Il a considéré qu'un mois après l'audition constitue un délai raisonnable, ce qui laisse entendre qu'au-delà de 1 mois serait un délai déraisonnable. Et par conséquent, l'employeur aurait pris sa décision trop tard et le licenciement serait vicié. Dans un autre arrêt, plus récent que ce dernier, il a indiqué pour un employeur qui a pris sa décision 28 jours après l'audition du salarié que 28 jours, c'est un délai déraisonnable. Donc vous voyez que même la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation est hésitante. délai raisonnable, délai raisonnable. Mais nous savons que il faut que l'employeur, pour ne pas laisser dans l'incertitude le salarié et pour respecter les dispositions de la Convention numéro 158 de l'OIT ratifiée par le Maroc, il doit prendre sa décision dans un délai raisonnable. Certes, pas au-delà de 1 mois, la Cour de cassation l'a dit, mais pas au-delà également de 28 jours. Donc, peut-être un délai d'1 semaine, un délai de 15 jours serait un délai raisonnable. En tout état de cause, peut-être, chaque situation mériterait à ce que les tribunaux tranchent pour savoir est-ce que le délai est raisonnable ou pas. Il ne faut pas comparer les entreprises qui se trouvent à l'extérieur, le chef qui devrait signer n'est pas là, etc., etc. Il y a 1000 considérations qui font que il y a certaines où la décision doit se prendre dans une décision collégiale dans le cadre d'un conseil d'administration qu'il faudra réunir, etc. Donc le délai raisonnable, c'est une notion de fait qui se est constatée par les tribunaux, mais pour lesquels ils devraient motiver le délai pour que la Cour de cassation puisse contrôler leur motivation.
La lettre de licenciement doit parvenir au salarié par lettre recommandée ou accusée de réception ou par voie de huissier de justice. La chambre sociale de la Cour de cassation nous indique que c'est la date à prendre en considération pour le compte à rebours du délai de 48 heures, c'est la date où la lettre a été postée à la poste et non pas la date où il a été reçu par le salarié. L'employeur ne maîtrise pas le parcours fait par la lettre lorsqu'il est entre les mains de la poste. C'est la poste qui devrait le faire. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation nous indique que la date qui compte, c'est la lettre, c'est la date qui figure dans le cachet qui figure sur la lettre de licenciement. C'est lui qu'il faudra prendre en considération. Et dans un autre arrêt, il a indiqué que pour la notification par huissier de justice, c'est la date de la remise de la lettre à l'huissier de justice et non pas la date où le huissier de justice a remis la lettre au salarié. La lettre de licenciement nous indique les dispositions de l'article 64 du Code du travail et 65 doit contenir certaines mentions qui sont obligatoires. L'article 64 nous indique que certaines mentions doivent figurer obligatoirement dans la lettre de licenciement. Lesquelles? 1. Les motifs de licenciement. La faute grave commise par le salarié. S'il y a plusieurs fautes graves, il faudra qu'elles soient toutes indiquées dans la lettre de licenciement. Le même article nous dit, attention monsieur l'employeur, vous ne pouvez pas devant le tribunal demain, s'il y a contentieux judiciaire, évoquer d'autres fautes. Le juge ne discutera que les fautes que vous avez mentionnées dans la lettre de licenciement. Seules les fautes qui figurent dans la lettre de licenciement peuvent faire l'objet de débats devant le juge. On n'a pas le droit d'évoquer d'autres fautes qui ne sont pas signalées dans la lettre de licenciement. Donc l'employeur doit faire extrêmement attention pour faire figurer toutes les fautes qui ont été discutées au cours de l'entretien préalable avec le salarié dans la lettre de licenciement, parce que c'est eux et eux seuls qui vont faire l'objet de débats. Il n'a pas le droit d'évoquer d'autres fautes. Ah, vous avez volé et vous vous absentez. Le juge lui dit, bien écoutez, dans la lettre, vous avez parlé du vol. On ne va discuter que du vol. On va discuter de la preuve du vol. L'absence, vous ne l'avez pas mentionné dans la lettre de licenciement et par conséquent, je ne vais pas en discuter avec vous cette faute-là. La lettre de licenciement doit également indiquer que le salarié a fait l'objet d'une audition et qu'un procès verbal a été établi et le sort de cette audition, et il doit être accompagné du procès verbal de l'audition. Il doit être accompagné du procès verbal de l'audition. Un arrêt de la Cour de cassation nous indique, même si le salarié a été absent au cours de l'entretien préalable, c'est-à-dire de son audition, même s'il a été absent, l'employeur doit rédiger le procès verbal et indiquer à la fin que le salarié ne s'est pas présenté pour le signer. Idem lorsque le salarié s'est présenté mais il a refusé de signer, l'employeur doit faire accompagner ce PV avec la mention que le salarié a refusé de signer. Et bien entendu, j'ai dit tout à l'heure, il faudra qu'il en informe l'inspecteur du travail. Une lettre de licenciement qui n'est pas accompagnée de son PV a été déclarée comme étant nulle et par conséquent le licenciement est vicié. Et enfin, il faudra que la lettre de licenciement indique que le salarié a le droit de recourir devant la justice pour attaquer la décision de l'employeur de le licencier dans un délai de 90 jours. Dans un délai de 90 jours. Faute de quoi, s'il ne le fait pas dans les 90 jours, il y a d'échéance. C'est ce qu'on appelle le délai de forclusion. Si jamais il n'exerce pas son droit de recours dans cet intervalle de 90 jours après la réception de la lettre de licenciement, il ne peut pas le faire plus tard. Il ne peut pas le faire au bout de la 91e journée parce que c'est trop tard, il y a d'échéance. Si jamais l'employeur ne mentionne pas le délai de forclusion, le délai de déchéance, le salarié
dispose, conformément à l'article 395 du Code du travail, d'un délai de prescription. Un délai de prescription beaucoup plus long, qui est de l'ordre de 2 années. Qui est de l'ordre de 2 années. Au lieu que ça s'arrête au bout de 90 jours, il aura une épée de Damoclès suspendue sur sa tête pendant 2 années. Donc il vaut mieux pour l'employeur de mentionner dans la lettre de licenciement que le salarié dispose plutôt d'un délai de 90 jours au lieu de ne pas le rédiger, de ne pas le mentionner. Et dans ce cas-là, on applique les dispositions de l'article 395 du Code du travail, au terme duquel tous les droits, de quelque nature qu'elles soient, découlant de l'exécution ou de la cessation des contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des contrats d'apprentissage, des litiges individuels avec les contrats, se prescrivent par 2 années. Donc nous avons un délai de prescription de 2 années. Il est prévu par des dispositions de l'article 395. Si l'employeur souhaite abréger ce délai, il doit mentionner dans la lettre de licenciement ce délai de forclusion, ce délai de déchéance qui est prévu par l'article 65 du Code du travail et qui est fixé à 60 jours. 90 jours, pardon. Si le salarié, au bout de 90 jours, n'engage pas son action devant la justice pour attaquer la décision de licenciement, il perd son droit. Il y a perte de droit. On dit qu'il y a déchéance. Ce compte-là. La lettre de licenciement doit parvenir au salarié lui-même. Il est hors de question de faire parvenir la lettre de licenciement à l'avocat de ce dernier. Il faudra la notifier au salarié lui-même, conformément aux règles de la procédure civile portant sur la notification. Les notifications, on va le voir, Inch'Allah, lorsque nous allons étudier la procédure civile le semestre 6 avec moi-même, la notification se fait à personne ou à domicile. À personne, c'est-à-dire on touche la personne lui-même, à domicile, c'est-à-dire là où il habite, et quelle que soit la personne qui la reçoit, pourvu que ce soit sa femme, ses parents, enfin les personnes qui habitent habituellement avec lui, une fois qu'ils reçoivent et qu'ils signent qu'ils ont reçu, il est considéré comme étant valablement notifié. Cette procédure, nous dit la chambre sociale de la Cour de cassation, doit être suivie de A jusqu'à Z. Le manquement d'une de ces procédures veut dire qu'il y a vice de procédure et par conséquent, la forme du licenciement n'a pas été respectée et par conséquent, le licenciement est vicié, donc il est abusif, de A jusqu'à Z. À partir de la convocation, par écrit, en laissant un délai raisonnable, dans un intervalle de 8 jours, en présence des représentants du personnel qui assistent le salarié, en rédigeant un procès verbal qui doit être signé par les parties, même si le salarié a refusé de le signer, il faut le rédiger. Si jamais le salarié a refusé d'entreprendre l'entretien préalable ou de signer le PV, il faudra recourir à l'inspecteur du travail, non pas pour continuer l'entretien, mais simplement à titre d'information, nous dit la chambre sociale de la Cour de cassation. Il faut laisser un délai raisonnable pour que le salarié puisse préparer son défense. Il faudra que la lettre de convocation écrite indique quels sont les griefs, quelles sont les fautes commises par le salarié pour qu'il puisse y donner ses réponses. C'est la première étape. Deuxième étape, l'envoi de la lettre qui doit se faire, nous dit la Cour de cassation, dans un délai raisonnable, après l'entretien préalable. Une fois que la décision a été prise, il faut qu'il se fasse dans un délai de 48 heures. C'est la date de la poste qui fait foi ou la date de la remise à l'huissier de justice qui fait foi et non pas la date de la réception de la lettre de licenciement par le salarié. La lettre de licenciement doit contenir certaines mentions obligatoires, notamment toutes les fautes commises par le salarié. Rien que cette faute émise, écrite, rédigée, mentionnée dans la lettre de licenciement peuvent faire l'objet de débats devant le juge. Le délai de forclusion de 90 jours doit y figurer. La lettre doit être accompagnée du procès verbal d'audition, quel que soit le sort de cette audition, qu'il soit venu et qu'il ait signé ou qu'il a refusé de signer. Il faut
l'affaire accompagnée de ce procès verbal. Et enfin, une dernière étape, une fois que le salarié a été licencié, copie de la lettre de licenciement doit être adressée obligatoirement à l'inspecteur du travail. Le fait que l'employeur ait respecté toutes ces procédures, mais جات الاخر وخسرها. علاش خسرها؟ ما صيفطش رساله طرد المفتي الشغل. القاضي تيقول له ما صيفطيهاش، هذا واجب عليك، هذا مقتضى امر كان خصك تحترمه، وبالتالي فالطرد ديالك طرد تعسفي. L'employeur qui a respecté toute la procédure, mais arrivé jusqu'à la fin, il a omis d'envoyer la lettre de licenciement à l'inspecteur du travail. Et le salarié, devant le juge, il a fait grief à l'employeur de ce manquement. Le juge va dire à l'employeur, mais écoutez, les dispositions de Code du travail exigent que vous remettez copie de la lettre de licenciement parce qu'il est d'ordre public à l'inspecteur du travail, vous ne l'avez pas fait et par conséquent, le licenciement est vicié. Cette procédure formelle de licenciement est nouvelle dans le Code du travail. Il n'existait pas dans le statut type de 1948. Elle est nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit pour nous, dans notre Code du travail, d'une transposition pure et simple des dispositions de la Convention numéro 158 de l'OIT, ratifiée par le Maroc, les années 80, 82 ou 83, je crois. Donc le législateur a profité de l'élaboration du Code du travail pour transcrire ce qui est prévu par la Convention numéro 158 dans notre législation et bien entendu la jurisprudence, notamment celle de la Chambre sociale de la Cour de cassation, a produit énormément d'arrêts pour expliciter cette procédure et pour combler certaines de ses lacunes. Quid du licenciement, du troisième type de licenciement, le licenciement pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles. Ce sont les dispositions des articles 66 et suivants du Code du travail qui réglementent ce type de licenciement. Ce licenciement est dû non pas à des faits reprochés aux salariés. Ce n'est pas une inaptitude physique du salarié. Ce n'est pas une faute commise par le salarié. Mais c'est l'entreprise qui est la cause de ce licenciement. Et ce n'est même pas l'entreprise parce que c'est des considérations qui sortent du pouvoir du chef d'entreprise pour y remédier. À titre d'exemple, avec le Covid-19, plusieurs entreprises, l'État nous dit qu'il ne se compte pas centaines de milliers qui vont fermer leurs portes parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à la crise due suite au Covid-19, à coronavirus. Pourquoi? Parce que si vous demandez à un restaurant de fermer à 8 heures, c'est à partir de 8 heures qu'il fait son chiffre d'affaires. Si vous demandez aux salles de cinéma de fermer, si vous demandez à des salles de sport de fermer, si vous demandez à des compagnies aériennes de ne pas assurer les vols, etc., au bout d'un certain temps, il n'y aura plus de trésorerie, d'argent dans ces entreprises pour payer les salariés. Ils sont obligés de licencier des personnels. Pourquoi? La raison est une raison financière, est une raison économique. Il se peut également que l'entreprise préfère introduire une nouvelle technologie pour remplacer la main-d'œuvre. Une machine qui remplace 10 personnes, 20 personnes, 60 personnes. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je faisais mes études au lycée Omar Ben Khattab. Il y avait une usine juste à côté, juste un peu plus loin, Sefeta, qui s'appelle les tanneries de Mkines, Gelou de Mkines. Et il y avait une odeur de l'après-midi, atroce, atroce. Et il y avait des centaines de travailleurs, de salariés, qui traitaient le cuir. Gel diel maïs, gel diel bgar, gel diel houala. Et il y avait des bassins où on trempait les peaux les animaux pendant un certain temps. Juste après, on les enlève pour les mettre dans un autre bassin avec d'autres produits chimiques pour enlever, comment dirais-je, la laine et la peau. Un troisième ou d'autres bassins pour incorporer les couleurs, un bleu rouge, un bleu vert, etc. Tous ces produits chimiques altéraient l'état de santé des salariés.
et donner état à un cuir, mais qui n'est pas d'une grande qualité. Mais aujourd'hui, vous importez une machine italienne, une machine espagnole, une machine française, mais c'est les Italiens qui sont les plus forts en matière de traitement du cuir. Il vous fait ce que vous fait 100 personnes en moins de temps avec une qualité 100 fois supérieure. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette usine-là ne travaille plus à la manière traditionnelle de Bara, mais il travaille avec une méthodologie et un process moderne, une machine où vous introduisez les peaux et vous pouvez la calibrer pour telle qualité de cuir. Je veux un cuir avec une épaisseur de 0,2 mm. Je veux un cuir avec un calibre de une épaisseur de 0,3 mm. Je le veux écaillé, je le veux rouge et machin. Elles peuvent vous faire tout. Elle n'a pas besoin autant de personnes, il a besoin de deux ou trois personnes pour lui remettre, pour en mettre les peaux. Des personnes, bien sûr, des techniciens qui vont la surveiller et d'autres personnes qui vont s'occuper de l'emballage, etc. Donc, moins de produits chimiques, moins d'atteinte à la santé et à l'hygiène des salariés et plus de profit, plus de gains de temps et plus de qualité. L'entreprise d'Irjulud Mknes a été obligée de licencier pas mal de salariés pour remplacer ces salariés-là par la machine. On dit que le licenciement a des raisons technologiques. C'est la nouvelle technologie qui en est la cause. J'en ai parlé tout à l'heure, dans une précédente conférence, de la banque. Aujourd'hui, tout se fait à domicile via votre smartphone. Et par conséquent, les banques, à un moment donné, étaient obligées de licencier plusieurs salariés suite à l'introduction de la nouvelle technologie dans les traitements des comptes bancaires des clients. Restructuration. Il y a plusieurs sociétés qui fusionnent entre elles pour constituer une force, notamment avec la mondialisation. En se fusionnant, ils se retrouvent avec deux directions des ressources humaines, deux directions financières, deux directions, qu'est-ce que j'en sais, juridiques, etc. Ils sont obligés de s'en séparer de certains pour en garder une. Donc on va licencier plusieurs salariés. Pour quelle raison? La restructuration. C'est la raison pour laquelle l'article 66 du Code du travail nous indique que l'employeur, lorsqu'il est devant des motifs d'ordre économique, technologique ou structurel ou similaire, on ne sait jamais ce qui adviendra dans le futur. Covid-19 est une situation qui est venue aujourd'hui pour être similaire à ces situations-là. L'employeur peut licencier ou fermer définitivement l'entreprise à condition de respecter une procédure. Cette procédure n'est d'ailleurs obligatoire que dans les entreprises qui disposent de plus de 10 salariés. Ne sont concernés par les dispositions des articles 66 et suivants, c'est-à-dire les licenciements pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles, que les entreprises qui disposent de plus de 10 salariés. Ceux qui ont moins de 10 salariés ne sont pas concernés par ces dispositions. La procédure de licenciement pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles obéit à 3 étapes qui sont prévues, comme je viens de dire, par les dispositions des articles 66 et suivants du Code du travail. Première étape, toutes les entreprises, de quelque nature qu'elles soient, commerciales, industrielles, agricoles, forestières, les entreprises artisanales, mais vous avez remarqué qu'on n'a pas cité les professions libérales, ni les associations, ce qui veut dire qu'ils sont exclus du champ d'application de ces dispositions. Toutes ces entreprises qui sont de nature commerciale, industrielle, les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances, ainsi que les entreprises artisanales qui sont assujetties au Code du travail, à l'exception bien entendu des professions libérales et des autres qui ne sont pas précisées par cet article 66, doivent 30 jours avant de commencer le licenciement pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles, procéder à une étape obligatoire, on peut l'appeler l'étape de la consultation. Marhalat al-istishara. Cette étape qui doit se dérouler 30 jours avant que l'employeur ne commence sa procédure proprement dite, avec les institutions représentatives du personnel. Lesquelles? Dans les entreprises de moins de 50 salariés, c'est avec les délégués des salariés qu'il doit se faire.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le comité d'entreprise, Lajnat al-Muqawala, se substitue au délégué des salariés pour justement être en face de l'employeur pour engager cette procédure de consultation. L'employeur doit accorder, doit donner, doit mettre entre les mains de ces institutions représentatives du personnel tous les éléments, toutes les données, toutes les informations nécessaires pour les aider à comprendre la situation de l'entreprise et pour justement qu'ils puissent négocier en bonne connaissance de cause. Cette procédure n'est pas une procédure d'information. ماشي الغرض منها نقولوا يقول l'employeur les salariés غادي نجري على 1% ولا 1% ولا غادي نسد المعمل ديالي وعلاش. L'objectif de cette procédure, c'est de discuter avec les salariés, comme nous dit le deuxième paragraphe de l'article 66 du Code du travail, comment on peut échapper à ces licenciements. Est-ce qu'il y a des possibilités que nous pouvions discuter entre nos partenaires sociaux pour éviter le licenciement? À titre d'exemple, par des redéploiements. J'ai une entreprise FS et j'ai deux autres Amknes et une troisième Arachidia. Et j'ai besoin de la main-d'œuvre. Donc, au lieu de vous licencier, qui c'est d'entre vous qui souhaite être redéployé dans ces entreprises? J'ai besoin de techniciens. Et je sais que vous, vous avez un bac plus 2 et vous avez fait de la faculté. Donc, vous êtes habilité, si je vous forme, à vous reclasser dans les emplois que je vais créer. Par le reclassement, par le redéploiement, par n'importe quel moyen pour justement éviter le licenciement. On peut être imaginatif pour créer des solutions dont l'objectif est de faire en sorte à ce que l'ultime solution serait le licenciement, mais on lui préférera le redéploiement et le reclassement des salariés dans d'autres emplois. En fait, toutes les solutions qui sont de nature à atténuer les effets négatifs de licenciement et les possibilités de réintégration des salariés dans d'autres emplois de l'entreprise s'il en existe. À la fin de ces concertations et de ces consultations avec les IRP, les institutions représentatives du personnel, l'employeur rédige un procès-verbal où on se met d'accord sur les solutions, ou encore, ce qui arrive très souvent, on ne se met pas d'accord. Les salariés refusent d'accepter les licenciements collectifs de la part de l'employeur. Et ils refusent d'accepter les solutions proposées par lui, et on établit un procès-verbal à cet effet, signé par les deux parties. Une fois que cette étape de dialogue social, de concertation, de négociation avec les IRP, les institutions représentatives du personnel, est épuisée, vient une deuxième étape. C'est une étape administrative. Cette étape administrative ne vient que lorsque l'étape de négociation, de concertation a eu lieu, c'est-à-dire 30 jours avant le commencement de cette étape-là. Cette étape nécessite que l'employeur réunisse les documents nécessaires qui justifient les licenciements pour des raisons économiques, technologiques ou similaires. Il doit réunir tous les justificatifs nécessaires, rédiger un rapport sur les raisons et le pourquoi de ces licenciements. Il doit également compléter ce rapport avec un rapport du commissaire aux comptes de la société, Muraqib al-Hisabat de la société. Et il doit également accompagner ce rapport des 3 bilans fiscaux, les 3 derniers bilans fiscaux de l'entreprise. Donc 3 documents en tout. Un rapport avec les justificatifs, le rapport du commissaire aux comptes qui justifie les raisons évoquées par l'employeur, et les 3 derniers bilans fiscaux de l'entreprise qui montrent la nécessité de procéder à ces licenciements pour des raisons économiques, technologiques ou similaires. Ce dossier-là, une fois qu'il est réuni par l'employeur, il est envoyé au directeur régional de l'emploi, l'ancienne appellation au délégué provincial de l'emploi. Mais là, entre-temps, l'appellation a changé, on ne l'appelle plus le Moudir
on n'appelle plus ainsi directeur provincial du travail, on l'appelle le directeur régional du travail ou le directeur provincial du travail. Une région, c'est la région de Meknès, Fès, Sfro, Bni Milla, enfin, qu'est-ce que j'en sais moi, Tzaza, etc. Mais provincial, ça veut dire tout simplement Meknès, Azro, Hajb. Donc, soit qu'il s'agit d'un directeur régional, soit qu'il s'agit d'un directeur provincial, l'employeur est dans l'obligation de envoyer donc le rapport, l'état de la situation économique de l'entreprise, le rapport établi par l'expert comptable de l'entreprise et les 3 bilans fiscaux. Le directeur, le délégué régional, le délégué provincial, appelé aujourd'hui le directeur provincial, doit faire une enquête après réception de ces documents pour savoir la véracité des arguments évoqués par l'employeur qui souhaite licencier pour ces raisons-là. Il vérifie si c'est oui ou non, les raisons, les motifs existent ou pas. Une fois qu'il a fait son enquête, il doit rédiger un rapport pour l'envoyer au gouverneur de la province ou au wali de la région, s'il s'agit d'une région. L'employeur aura donc épuisé cette étape administrative, qui est de constituer un dossier contenant les éléments que je viens d'indiquer et d'envoyer ce dossier au délégué provincial chargé du travail, appelé aujourd'hui le directeur provincial du travail. Le directeur provincial du travail, dans un délai qui ne dépasse pas 1 mois, doit procéder à une enquête et rédiger un rapport. Une fois qu'il a fait cette enquête au bout d'1 mois et qu'il a rédigé ce rapport, il l'envoie au gouverneur où elle vient la 3e étape, c'est-à-dire l'étape de décision. Une fois que le wali ou le gouverneur a été saisi de ce rapport de directeur provincial du travail, il réunit une commission tripartite, qu'on appelle la commission régionale pour statuer sur les demandes de licenciement pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles. Il est composé des syndicats les plus représentatifs des salariés, des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et de certaines administrations concernées par le litige. Le président de cette commission est le wali ou le gouverneur. Cette commission étudie la demande de l'employeur, le rapport produit par le directeur provincial du travail et décide si oui ou non il accorde l'autorisation de licencier à l'employeur. Quelle que soit la décision de cette commission, par un oui ou un non, le gouverneur, lorsque il envoie la réponse à l'employeur, il est lié par la décision de la commission. Que veut dire il est lié par la décision de la commission? Si la commission a dit non, je ne vois pas un intérêt à accorder une autorisation à cet employeur, le wali ou le gouverneur ne peut pas autoriser alors que la commission a refusé. Et si la commission a accepté, le wali ne peut pas, sous prétexte de l'ordre public ou de je ne sais quoi, refuser l'autorisation. Mais à la date où je vous parle, rares sont les gouverneurs qui ont constitué la commission régionale prévue par le Code du travail pour statuer sur les licenciements pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles. Rares. D'ailleurs, une fois que le gouverneur ou le wali est saisi de cette demande émanant de l'employeur avec le rapport du directeur provincial, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Il ne donne pas de réponse. Et le fait qu'il ne donne pas de réponse dans le délai imparti par la loi veut dire qu'il a refusé la demande. Si un certain délai entre, le délai de 1 mois, pour que l'employeur puisse avoir le temps de négocier et de discuter. Une fois que ce mois est épuisé, vient l'étape administrative où l'employeur doit préparer son dossier et le remettre au directeur provincial.
le directeur provincial dispose lui-même d'un mois pour enquêter et établir un rapport. Et ce délai est le même également pour le wali pour accorder ou ne pas accorder l'autorisation. Ce qui veut dire, quelque part, si on réunit les délais, c'est 1 mois de négociation, 1 mois pour une étape administrative et 1 mois pour le wali ou le gouverneur pour justement prendre sa décision. Passer le délai d'1 mois, si le wali ne se prononce pas dans un délai d'1 mois, ce qu'il fait d'habitude, si le gouverneur ne se prononce pas au bout d'1 mois, ce qu'il fait d'habitude, la demande est considérée comme étant refusée, mais c'est comme étant acceptée, comme étant refusée. Et je viens de dire que le gouverneur ou le wali est dans l'obligation de suivre l'avis de la commission qui est de composition tripartite. Un employeur qui ne respecte pas cette procédure, ou là qui omit une des étapes de cette procédure, par exemple, il conclut un accord avec les délégués du personnel ou avec le comité d'entreprise, mais il ne dresse pas la demande, il n'envoie pas la demande au directeur régional et il ne demande pas l'autorisation au wali. Si les salariés attaquent sa décision de les licencier, ils peuvent gagner en justice parce que la procédure est d'ordre public, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour l'employeur. Le fait que l'employeur ne la respecte pas veut dire que tous les licenciements qui ont été prononcés par lui sont viciés, vices de forme. Et par conséquent, ils sont considérés comme abusifs et les salariés concernés toucheront 3 indemnités, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et le dommage et intérêt. Par contre, si le wali ou le gouverneur accorde son autorisation, il accorde à l'entreprise la permission de licencier, le Code du travail indique que si l'autorisation est donnée, l'employeur est dans l'obligation de suivre une priorité en matière de licenciement. قال له الوالي داك لا دوموند ديالك اللي قلتي لنا فيها بغيتي تجري عليه 200 واحد je vous donne l'autorisation de les licencier. 200 واحد ما قلناش فلان وفلان وفلان 200 واحد من ديك 600 اللي عندك. Le Code du travail indique dans son article 71 que lorsque l'employeur souhaite, après obtention de l'autorisation par le wali ou le gouverneur, de licencier un certain nombre de personnes, il doit respecter ou tenir compte des éléments suivants. L'élément numéro 1, l'ancienneté. Le dernier entré et le premier sorti. Une fois qu'on a terminé avec tous les nouveaux, ils sont partis. Vient un deuxième élément, c'est la valeur professionnelle. Donc c'est un critère subjectif. C'est l'employeur qui décidera entre vous et moi lequel de nous a une capacité, a une valeur professionnelle. Il va vous garder vous au détriment de moi ou le contraire, c'est un pouvoir discrétionnaire total accordé par cette possibilité-là à l'employeur. Troisième critère, ce sont les charges familiales. Là, il y a. Ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, ils restent. Et ceux qui ne sont pas mariés, ils partent. Ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, ils restent. Mais ceux qui sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants, ils partent. Ceux qui sont mariés et qui ont 5 enfants, ils restent. Ceux qui sont mariés mais qui ont 2 enfants, ils partent. 3 critères. L'ancienneté, la valeur professionnelle et les charges familiales lorsque le licenciement pour des raisons économiques, technologiques et structurelles est accordé, est accepté, a été accepté par le wali ou le gouverneur. En tout état de cause, nous avons 2 possibilités. Si l'autorisation a été accordée, il n'en demeure pas moins que les salariés concernés par les mesures de licenciement toucheront 2 indemnités. 2 indemnités. L'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement. Mais comme il n'y a pas d'abus de la part de l'employeur,
celui-ci ne paye pas le dommage et intérêt. Il a été autorisé par le gouverneur. Mais si par contre, il n'y a pas d'autorisation du wali ou du gouverneur, les salariés qui ont été licenciés pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles vont toucher 3 indemnités. En plus de l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, ils vont toucher une 3e indemnité, en l'occurrence le dommage et intérêt prévu par les dispositions de l'article 41 du Code du travail, à savoir 1 mois et demi par année d'ancienneté plafonnée à 36 mois. Toutes ces indemnités seront, Inch'Allah, étudiées dans le cours qui portera sur les effets de licenciement, où nous allons étudier 3 choses. Quelles sont les indemnités de licenciement? Que peut faire le salarié lorsqu'il est licencié? On va étudier la procédure de conciliation devant l'inspecteur du travail. Et enfin, quels sont les effets de licenciement, c'est-à-dire les documents que l'employeur doit remettre au salarié, en l'occurrence le solde pour tout compte, et l'attestation de travail, shahadat al-amal. C'est ce qui fera l'objet du cours prochain, Inch'Allah, qui aura lieu demain matin à la même heure, à 9 h. Donc, pour récapituler, le licenciement peut avoir plusieurs raisons. L'une de ces raisons est le motif disciplinaire, ce qui laisse entendre que le salarié a commis une faute qui est prévue par le Code du travail, ou qui n'est pas prévue par le Code du travail, mais qui est prévue par le règlement intérieur, ou encore qui est prévue par la convention collective, ou encore qui a été décidée par l'employeur, alors même qu'il n'existe pas dans le Code du travail, mais c'est le juge, à chaque fois, quelle que soit l'origine, quelle que soit la source légale de la faute, qui contrôle est-ce que cette faute grave constitue une faute véritable ou pas. Si le salarié a véritablement commis cette faute-là, ou l'employeur prétend qu'il a commis cette faute-là, il n'en demeure pas moins qu'il doit respecter une procédure de licenciement. D'abord, une procédure d'écoute. Mistarat al-Sima. Elle est définie, il est régi par les dispositions de l'article 62 du Code du travail. 8 jours après la constatation de la faute grave commise par le salarié, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. À la fin de cet entretien, l'employeur établit un procès-verbal que le salarié le signe. Tant mieux que le salarié soit absent ou refuse de le signer, on passe à une autre étape, à savoir le recours à l'inspecteur du travail, qui veut dire information de l'inspecteur du travail, refus de salarié de continuer de poursuivre l'entretien préalable, ou d'entreprendre l'entretien préalable, ou de signer le PV irrelatif. Juste après l'épuisement de cette procédure, l'employeur est en droit de licencier le salarié. 48 heures après avoir pris sa décision. Mais il ne faut pas qu'il tarde à prendre cette décision, il faut qu'il la prenne, nous dit la Cour de cassation, dans un délai raisonnable. Cette lettre de convocation doit contenir des éléments qui sont fixés par les dispositions des articles 64 et 65 du Code du travail. Les motifs de licenciement, c'est-à-dire les fautes graves commises par le salarié, il doit être accompagné du procès-verbal d'entretien. Et l'article 65 nous indique qu'il faudra que l'employeur indique dans la lettre de licenciement que le salarié dispose de 90 jours pour attaquer la décision devant le tribunal. S'il ne le fait pas, si jamais la lettre de licenciement ne contient pas cette mention, le salarié bénéficiera des dispositions normales prévues par l'article 395 du Code du travail, en l'occurrence 2 ans pour attaquer la décision. 2 ans pour attaquer la décision. Licenciement pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles. D'abord, il n'intéresse que les entreprises de plus de 10 salariés. Et il n'intéresse que les entreprises énumérées par l'article 66. Force est de constater que les dispositions de l'article 1 qui indiquent que le Code du travail s'applique à ceci et cela, on ne les retrouve pas dans l'article 66. Les professions libérales, par exemple, n'existent pas. Les associations,
les groupements de toute nature, etc., etc. Seules les entreprises de nature commerciale, industrielle, exploitation agricole, forestière ou artisanale sont concernées par ces dispositions lorsque ils emploient plus de 10 salariés. 3 étapes doivent être respectées par l'employeur. Une étape de consultation, de négociation, de dialogue social. 30 jours avant de commencer la procédure de licenciement, on doit discuter avec les IRP comment atténuer les licenciements envisagés par des redéploiements, des reclassements ou d'autres solutions. À la fin de ces négociations, un procès verbal doit être établi. Si l'employeur souhaite continuer les licenciements, il doit faire une demande qu'il doit adresser le directeur régional de l'emploi. Cette lettre doit être accompagnée d'abord du procès verbal de négociation avec les IRP, des motifs de licenciement qui justifient les nécessités de licencier, d'un rapport de l'expert comptable de l'entreprise pour indiquer sa situation financière et des 3 derniers bilans. Le directeur régional enquête et établit un rapport qu'il adresse l'OUELI. Se termine alors cette deuxième étape qu'on appelle l'étape administrative. Commencera une troisième étape, l'étape de la décision. Le gouverneur ou l'OUELI saisit du rapport et de la demande du rapport de directeur régional de l'emploi et de la demande de l'employeur, décidera de convoquer une commission tripartite, appelée la commission régionale pour statuer sur les licenciements pour des raisons économiques, technologiques, structurelles. La décision de cette commission, qui doit être motivée, lie le gouverneur. Si jamais la commission dit non, le gouverneur ne peut pas dire oui. Et si jamais il dit oui, le gouverneur ne peut pas dire non. La décision du gouverneur, lorsqu'il est positif, c'est-à-dire il accorde l'autorisation à l'employeur est dans l'obligation de respecter les dispositions de l'article 71 du Code du travail, en fait de respecter les priorités de licenciement. Les nouveaux partent et les anciens restent. S'il reste encore des salariés à licencier, il doit prendre en considération la valeur professionnelle des salariés. Il garde les meilleurs et on voit ceux qui sont moins meilleurs. S'il y a encore des licenciés, des personnes à licencier, il prend en considération la situation familiale, c'est-à-dire les charges familiales de ces salariés. Ce sont là des dispositions qui portent sur les différents types de licenciements. Prochain cours, Inch'Allah, demain, on va voir d'autres choses portant toujours sur les licenciements, notamment l'indemnité, le droit de réintégration, les effets de licenciement et la conciliation devant l'inspecteur du travail. Merci de votre attention. J'attends toujours vos questions pour y répondre, bien entendu. Merci beaucoup.